par rapport à comment la grande distribution influence le choix des consommateurs, parce que c'est pas ma partie. Il y a certaines techniques, vous les connaissez déjà en partie, mais moi j'ai plutôt préféré prendre un sujet qui s'intéresse à un terrain d'expérimentation pour mieux comprendre les comportements des consommateurs. Je parle encore de consommateurs contrairement à Hervétis. Alors juste pour vous dire, bien sûr, quand vous regardez cette photographie, il y a un certain nombre de choses qui influencent forcément le consommateur, que ce soit des concepts. Vous avez en haut à gauche tout le concept chez nous qui est mis en place sur le meilleur d'ici, donc des produits locaux, mais qui est quelque part une demande actuelle des consommateurs. Vous avez en bas, je dirais, cette notion d'atelier et de transformation pour faire des sushis, parce qu'il y avait une mode actuellement sur un petit peu tout ce qui était spécialité japonaise, et puis différentes techniques de positionnement des produits. Est-ce que je mets ma marque au milieu, en bas, la marque nationale au milieu, en bas, les premiers prix en bas, enfin, il y a tout un tas de techniques jusqu'au parcours magasin qui est fortement étudié par le marketing. Et puis bien sûr tout ce qui est promotion. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer une autre voie qui a été réfléchie à partir d'un comité santé, qu'on a appelé comme ça au niveau du groupe. Et ce comité santé, il a été créé en 2010 et il fait appel à un certain nombre d'experts de haut niveau, qui sont de diverses origines. Il y a dedans bien sûr des experts en sécurité sanitaire, il y a un sociologue, un économiste, il y a un généticien, et puis il y a également un chef 3 étoiles, parce que l'alimentation c'est aussi le plaisir, il ne faut pas l'oublier, surtout je dirais sur le plan de la culture française. Et ce comité santé a pour objectif un petit peu d'analyser tout ce qui est donné, tendances scientifiques sur le thème de la santé, de voir à partir du sociologue quelles peuvent être les attentes des consommateurs, et puis d'accompagner le groupe Casino en France pour mettre en place un certain nombre de points qui pourraient, je dirais, servir de valeur ajoutée pour nos consommateurs. Et le comité santé donc, a travaillé sur un certain nombre de thèmes que vous voyez ici. Donc, il y en a plusieurs que je vous ai listés, nanotechnologie, pesticides, l'aspartame, les OGM. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce qui a été fait en tant que, je dirais, première recherche exploratoire sur un sujet qui touche les profils des consommateurs d'alcool, et puis également un sujet sur antibiotiques et viande, en sachant que les autres sujets, on les traite bien sûr sur le fond, et on essaye ensuite d'intégrer ça sur notre marque lorsque c'est possible. Alors, concernant, je dirais, cette étude, un des experts, qui est Éric Brucker, au niveau de la Pitié-Salpêtrière, avait souhaité comprendre comment se comportaient dans leurs achats les consommateurs qui achetaient de l'alcool. Et il était très intéressé parce qu'il disait, vous, grande distribution, vous avez beaucoup de données en termes d'achat de produits, et moi j'aimerais bien comprendre en tant que scientifique comment, je dirais, se passe l'achat et qu'est-ce qu'il y a dans les caddies des gens qui achètent de l'alcool versus ceux qui n'achètent pas d'alcool. Et tout ça, finalement, pour à terme arriver, alors on n'en est que, je dirais pour l'instant, à de l'étude exploratoire, mais peut-être à terme une certaine communion, un certain partenariat entre le monde de la recherche quelque part, et puis finalement des gens de terrain, qu'on nomme effectivement souvent l'IAP, qui sont la grande distribution. Donc on est parti sur le sujet d'étudier ce profil des consommateurs d'alcool pour savoir un petit peu quelle était la composition du caddie lors de la présence ou non d'alcool, les associations entre différents types d'alcool, et puis également les aliments associés lorsque les gens achetaient de l'alcool, pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Et donc on avait noué à l'époque un partenariat entre Casino et puis une société qui s'appelait Denumby. Denumby étant une société qui travaillait sur la connaissance des clients à partir des données que l'on pouvait fournir, nous, sur, je dirais, une matière première sur laquelle on va revenir, qui est le ticket de caisse, qui était vraiment la matière première importante. Et à partir de là, cette joint venture a fonctionné 2 ans. Pour tout vous dire, maintenant, on a arrêté ce partenariat et on a réinternalisé en interne cet outil qui nous permet de mesurer maintenant, je dirais, différentes études, ce qui permet après d'adapter, en fonction des profils des consommateurs, eh bien, je dirais, des profils de produits un peu spécifiques par zone, par région, par type de magasin même, puisqu'il y a des magasins qui se trouvent dans des zones plus favorisées, d'autres dans des zones moins favorisées, et tout ça a contribué, je dirais, à optimiser et à essayer de proposer un petit peu, je dirais, ce qu'on appelle chez nous le commerce de précision, même si ça reste parfois difficile au niveau d'un hypermarché ou d'un supermarché. Donc, comme je vous l'ai dit, la première approche proposée, ça a été de partir sur la donnée comportementale des clients, et notre matière première utilisée, ça a été le ticket de caisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a la date, l'heure et le lieu d'achat,
donc on sait où ça a été acheté, les produits achetés, la quantité achetée, le prix et le montant total du ticket. Et à côté de ça, on a un certain nombre de clients qui sont porteurs d'une carte de fidélité et sur laquelle on a également des informations parfois sur le profil social du client, même si là-dessus, et vous le verrez parce que l'étude mérite après d'être, je dirais, précisée, il y a encore beaucoup de trous, je dirais, dans la raquette, hein, si je puis dire, si je peux m'exprimer ainsi, mais globalement c'était un lien entre carte de fidélité et ticket de caisse, en sachant qu'on a, à l'époque, lorsqu'on a fait l'étude en 2010, à peu près à cette époque 3 millions de porteurs de cartes de fidélité. C'est monté maintenant jusqu'à 5 millions. Donc à partir de la connaissance de ces tickets de caisse, il était important, et il faut bien le comprendre, c'est que la société de Numby a pu, à partir des achats, classifier, je dirais, un certain nombre de ce qu'on appelle de segments style de vie. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que les clients achetaient, eh bien, on a pu déterminer, enfin, ils ont pu déterminer 6 profils de clients types. Donc, vous les voyez ici, vous avez les économes, donc plutôt une tendance à être très sensible à tout ce qui est premier prix, les standards, hein, qui achètent classiquement les produits courants, les pressés, hein, qui sont plutôt orientés sur le snacking, les traditionnels, qui viennent acheter plutôt chez nous des produits au niveau des rayons traditionnels et rayons coupe, les nutri-santé, qui sont plutôt orientés vers des produits, je dirais, plus nutrition santé, bio, etc., et les gourmets, qui achètent plutôt des produits premium. Et donc, ces produits-là étaient classés par des experts métiers sur ce qu'on appelle l'ADN, c'est-à-dire 16 dimensions qui étaient définies par la société de Numby. Je prends par exemple, ben voilà, est-ce que c'est un produit bio, est-ce que c'est une marque nationale, est-ce que c'est un premier prix, est-ce que c'est une marque distributeur, etc. Et à partir de là, il a fallu pratiquement 1 an pour traiter tout ça, pour, je dirais, essayer de classifier un petit peu ces styles de vie. À partir de ces styles de vie, chaque client s'est vu attribuer un style de vie particulier. Alors, quelques idées qu'elle a reçues sur ces styles de vie. Si un client, bien sûr, n'a qu'un style de vie, ça ne veut pas dire qu'il n'achète pas d'autres produits. C'est-à-dire qu'il a principalement une forte propension à acheter des produits dans ce qui a été classé. C'est-à-dire que des économes, principalement, vont acheter beaucoup de produits premier prix, par contre, vont acheter également d'autres produits à côté. D'autre part, tous les clients qui ont le même style de vie ne sont pas forcément identiques, malheureusement. Il y a des clients qui sont, par exemple, sur le style de vie que je vous ai cité là, sur les pressés. Vous avez par exemple ceux qui sont pressés mais qui achètent de la marque nationale, de la marque propre, etc. Donc tout ça, ça a été segmenté également en 15 niveaux de façon un peu plus précise. Mais ça, c'est un point de détail. Et puis bien sûr, le style de vie est relativement stable dans le temps, mais peut connaître, je dirais, des variations par rapport à des déménagements, par rapport à des naissances d'enfants, des pertes d'emploi, etc. Donc tout ça, c'est mesuré au fil de l'eau et chaque année, remise à plat sur ces données qui sont émanant de nos tickets de caisse. À côté des styles de vie, vous avez également ce qui est identifié par Numby, ce qu'on appelle les stades de vie, c'est-à-dire en fonction de l'âge, en fonction de savoir s'il y a un enfant, pas d'enfant, les fameux stades de vie qui sont notés à côté, c'est-à-dire jeune adulte, jeune famille, adulte, famille ou retraité. Et à partir de là, eh bien, ça a permis, je dirais, de déterminer un certain nombre de choses relativement intéressantes sur ce qu'on a pu voir au niveau de, justement, de l'étude que l'on a menée sur l'alcool. Alors, quand on a fait cette étude sur l'alcool, il faut savoir que cette étude a été faite sur 196 000 clients. Donc ça change un petit peu, je dirais, en termes de taille par rapport à des études où on fait ça généralement sur 1000, 1500, voire 2000 personnes. Là, on a balayé 196 000 personnes. Cette étude s'est menée sur 1 an, 52 semaines, et s'est effectuée au sein de nos hypermarchés, notamment pour voir un petit peu ce qui était acheté en termes d'alcool. Et donc voilà ce qui s'en dégage. À partir de tout ce qui a été, je dirais, listé par de Numby, les équipes Casino et de Numby ont pu déterminer, en fonction des achats et des tickets de caisse, 9 profils de segments clients. Donc vous avez par exemple des clients qui achètent plutôt et qui sont classés par exemple dans la catégorie multivin, d'autres qui sont classés dans les études, enfin, pardon, dans la catégorie anisée, etc., etc., etc. Donc ça a permis, en fonction je dirais, du montant des achats appliqués sur ces produits-là, de déterminer
par segment, eh bien voilà, nous avons X% de gens qui font partie de la classe multivin, etc., etc. Donc vous voyez que déjà, toutes ces données ont permis au moins de classifier un certain nombre de segments qui ont permis d'affiner un petit peu cette connaissance client au niveau de nos magasins. Là, j'ai pris un exemple, c'est-à-dire qu'à partir de ces... là, j'ai pris le segment 1 qui était les multivins, qui représentait à peu près 32% des porteurs de cartes, et qu'il représentait à peu près 30% en termes de chiffre d'affaires pour ceux qui achetaient de l'alcool. Vous voyez que ces gens-là venaient 23 fois, enfin 80 fois pardon, en magasin sur une année, et que pendant 23 fois, ils achetaient de l'alcool, sur les 80 visites, que le panier moyen était de 14 € sur l'alcool et 65 € au niveau du magasin, la quantité d'alcool achetée par visite, la quantité au niveau du magasin et les dépenses par porteur et les quantités par porteur. Et ce qui était intéressant, c'est que le chercheur qui travaillait à l'hôpital Bichat, qui a fait cette étude-là à partir de nos données, a pu également, par rapport à ce qui était inscrit sur l'étiquette caisse et les produits qui étaient achetés également dans le caddie, associer, comme vous le voyez en haut, le top famille qui était acheté par ces gens-là. Donc là, on voit bien que ces gens-là achetaient vraiment, je dirais, des vins plutôt typés AOC, donc plutôt des vins fins, et que si on prend par exemple les catégories alimentaires, ces gens-là achetaient plutôt du fromage à la coupe, de la marée, de la parapharmacie, des fruits et légumes, des produits frais lactés, et que si on descendait un peu plus finement au niveau des familles alimentaires, eh bien, on retrouvait par exemple beaucoup d'achats sur le bœuf bio, de la volaille fraîche, de la cave à fromage, également des produits frais laitiers, du snacking bio, etc. Donc ça permettait de commencer à associer pour chaque segment une sorte de lien avec ce qui était acheté après, derrière, en termes d'aliments particuliers sur tel ou tel segment. Alors ce qu'il en est ressorti, c'est qu'après, lors de l'étude, on a pu identifier un petit peu quels étaient les styles de vie de ces personnes-là. Et si je prends par exemple les multivins, l'étude a montré que c'était quand même plutôt des gourmets. Vous avez ça en haut à gauche. Également des nutri-santé. Que si on prend le stade de vie, c'était plutôt des gens retraités, des familles ou des adultes, d'accord. Et si on détaillait un peu plus le stade de vie sur les 15 niveaux, c'était quand même plutôt des gourmands, des gens qui achetaient du bio et des labels, et également qui étaient orientés sur des notions de plats cuisinés avec les chefs cuisiniers. Donc tout ça commençait à donner une certaine précision sur, je dirais, ces acheteurs-là. Et également en termes de profils sociaux et géographiques, eh bien, si on regarde un petit peu le profil de ces gens-là, au niveau des multivins, ce sont des gens qui étaient plutôt classés, qui vivaient dans des banlieues aisées, et plutôt côté Normandie, Bretagne, voire Alsace. Voilà. Donc tout ça, ça a ruminé pendant un certain nombre de temps au niveau de ces données, pour finalement faire en sorte qu'en synthèse, le chercheur ait pu dégager un certain nombre de notions. Donc effectivement, c'est ce segment multivin, et ça a été fait également pour chaque segment, ceux qui achetaient de la bière, des anisés, etc. Et les familles de produits achetés, à chaque fois, étaient quand même relativement différentes. Donc c'était ça surtout l'intéressant. Alors ce qu'a fait notre chercheur derrière, c'est qu'il a compilé tout ça. Alors là, il faut être très prudent sur ses conclusions, parce que c'est lui qui a conclu ça, mais il s'est dit, la conclusion numéro 1, c'est qu'il est probable que les non-acheteurs d'alcool soient de niveau social un peu inférieur aux acheteurs d'alcool, et que 2, les acheteurs de vin soient de niveau social supérieur aux acheteurs d'autres types d'alcool. La deuxième conclusion, ça a été de dire que les non-acheteurs d'alcool font beaucoup moins attention à la qualité de leurs achats alimentaires. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand le chercheur a pris toutes les données compulsées des étiquettes caisse, il a organisé, alors de façon, comment dire, un peu large, la classification entre bons aliments, je m'excuse de dire ça, et mauvais aliments. Donc bons aliments, les fruits et légumes, les ceci, les cela, mauvais aliments, les produits très gras, etc. Et donc il a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans le panier des gens à chaque fois. Et donc il en a relativement conclu que les non-acheteurs d'alcool font beaucoup moins attention à la qualité de leurs achats alimentaires par rapport aux acheteurs de vin qui, eux, sont beaucoup plus attentifs et qui achètent des produits qui, globalement, sont plutôt orientés côté bons aliments, si je puis dire, entre guillemets. Je prends toujours des pincettes là-dessus parce que j'ai horreur de parler de bons et de mauvais aliments, parce que pour moi, tous les aliments, normalement, devraient être bons si on les mange en fonction. J'ai terminé. Premier, donc je vais aller assez vite.
Donc pareil, on a montré ça sur, je dirais, différents acheteurs pour comparer par rapport à cette notion de bons aliments, mauvais aliments, et vous voyez que le segment qui achète des Bordeaux, eh ben, ce sont ceux qui achètent, je dirais, la forte proportion de meilleurs aliments pour leur santé. Dernière chose intéressante, c'est que les non-acheteurs d'alcool sont ceux qui achètent le plus de boissons sucrées. Donc tout ça, derrière, permet de dégager un certain nombre de conclusions qui, je dirais, permettent, alors soit des actions qu'on peut mettre en place nous au niveau du magasin, mais qui peuvent, et ça c'est l'intérêt, mais ça reste affiné, de forcer un petit peu, je dirais, cette notion de partenariat entre recherche et puis opérationnel au niveau de distribution. Alors force et faiblesse de l'étude, les forces c'est la taille de la population qui a été étudiée, bien sûr, 196 000 personnes, c'est pas rien. Des recueils objectifs de données qui sont sur une année, donc très représentatifs de la population. La faiblesse, c'est qu'on mesure ça sur des acheteurs, c'est-à-dire des gens qui possèdent une carte de fidélité, donc qui achètent pour une famille. Donc ce ne sont pas des consommateurs. Donc ce qu'il faudrait derrière, c'est affiner tout ça. Et puis bien sûr, pas de données objectives sur le niveau social, donc il faudrait qu'on ait un questionnaire un peu plus précis pour mieux identifier ce niveau social et caractériser un petit peu la famille. Donc voilà, donc ça a fait, je dirais, l'étude d'une publication qui est parue dans European Journal of Preventive Cardiology, faite par Boris Ansel et Eric Bruckert, que vous pouvez trouver de façon disponible au niveau de ce journal sans aucun problème. Voilà, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, parce que je voulais juste vous sensibiliser sur une action qu'on a menée sur les antibiotiques, donc je vais passer ça parce que ça n'a aucun intérêt. Il y a un an, on a essayé de monter avec les fermiers du Gers une filière d'élevage de poulets fermiers, la Belle Rouge, sans traitement antibiotique. Et globalement, au bout d'un an, on a voulu mesurer un petit peu quel était l'impact dans le choix des consommateurs. Et donc on s'est aperçu, vous voyez les chiffres ici, qu'au bout d'un an, la progression des ventes au niveau de ces volailles a progressé par exemple de 49% sur les hypermarchés, c'est marqué géant quasi au 49%, de 31% sur les supermarchés, donc ça en intégrant les promotions, mais si on enlève les promotions, vous voyez dans le petit tableau du bas que vous avez 16% de progression, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des achats qui sont additionnels par rapport aux produits qui existent, donc ce n'est pas du report. Donc ça signifie qu'il y a un certain nombre de gens qui sont sensibles aux arguments du traitement sans antibiotiques sur des filières animales. Donc, voilà. Donc ça, c'est, je dirais, des tests également d'expérimentation qui sont intéressants. Et notre souhait, et Gérard Pascal le sait, c'est qu'on aimerait aller un petit peu plus loin, je dirais, de temps en temps avec le monde de la recherche, justement, en essayant d'affiner toutes ces études pour faire que derrière, peut-être qu'un jour, grande distribution, monde de la recherche, pouvoir public, soit tous associés pour essayer de faire progresser cette consommation au niveau française, qui globalement, quand même, il faut le dire, reste quand même excellente. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Ça n'a aucun intérêt parce que c'était un linéaire. Bonjour à tous, je suis donc Mylène Pelletier, chef de projet et ingénieure agroalimentaire au sein de LinkUp. Donc, je remplace Isabelle Donat, directrice conseil au pied levé. Donc j'espère me montrer au moins aussi à la hauteur qu'elle et au moins vous captiver sur ce sujet, puisque nous allons parler de l'expérimentation d'un fléchage nutritionnel dans 2 supermarchés, test à Marseille, et c'est le choix Vita+. Donc je suis là en remplacement parce que je n'ai pas malheureusement participé à cette étude directement, mais je travaille sur d'autres projets similaires. Donc en quoi ce projet consistait? On a fait une étude d'intervention pour évaluer l'impact sur les ventes d'un logo positif qui signalait les produits les meilleurs de leur rayon sur le plan nutritionnel. On va expliquer tout ça par la suite. Alors, ça a été une étude qui a été mise en place en 2012 sur 10 semaines, d'octobre à décembre à peu près. Donc il y avait 2 magasins tests et 2 magasins témoins, et il a été mis en place dans les quartiers nord de Marseille. Alors on a ciblé ces quartiers nord parce que, d'après la littérature, on le sait, les personnes les plus sensibles, vulnérables socialement parlant, sont celles qui sont le moins concernées par l'étiquetage nutritionnel, tout du moins c'est celles qui comprennent le moins bien et qui l'utilisent le moins bien aussi.
D'autre part, la fracture nutritionnelle que l'on connaît tous maintenant concerne aussi ces personnes-là en particulier. Donc c'est vraiment ces gens-là qu'on a essayé aussi de viser. Donc cette étude a porté sur 3 catégories d'aliments concernés, les produits laitiers frais, yaourts, desserts lactés, les produits préparés et les produits de snack. Donc dans chacune de ces catégories-là, on a pris les produits appartenant au premier tercile, au meilleur tiers, qui avait été calculé à partir du score LIM. Donc c'est l'excès moyen des nutriments dits à limiter, acides gras saturés, sucre ajouté et sodium, par rapport aux valeurs maximales recommandées pour 100 g d'aliments. Et quand ce n'était pas possible, parce qu'il a fallu récolter toutes les données nécessaires, on a fait des extrapolations et sinon on s'est basé sur la densité énergétique. Voilà. Et donc ces produits-là étaient signalés par ce fléchage, le choix Vita+. Donc voici ce que ça donne. C'était à poser au niveau des prix, puisque les prix, on sait que c'est quand même un des critères majeurs regardés par le consommateur. Donc moi aussi, je vais parler consommateur. Voilà, donc avec des choix très colorés, on a essayé d'attirer le regard au maximum. On avait aussi un dispositif à l'entrée du magasin pour signaler cette opération. Donc on avait des totems et aussi au niveau des rayons, voilà, des séparateurs de rayons. À disposition aussi, il y avait un petit leaflet d'explication pour rentrer un petit peu plus dans la démarche qui était apposé dans le totem. Voilà. Également, il y avait de façon ponctuelle des animations en magasin avec une diététicienne qui présentait en fait un panier avec des produits choix Vita+, et un sans Vita+, pour montrer un petit peu les différences qu'il pouvait y avoir. Et on a eu aussi des annonces radio en magasin pour signaler cette opération. Donc, après ces 10 semaines, et même avant et pendant, on va dire, il a bien fallu évaluer et mesurer cet impact. Donc, il y a eu une évaluation qualitative. Déjà, en amont, on a testé le logo, donc wording et le logo en tant que tel, auprès de plusieurs, donc là, groupe de mamans et groupe de jeunes, pour valider en fait. Et on a obtenu ce logo dit positif, le choix Vita+. On a eu aussi des questionnaires flash directement en magasin qui permettaient d'évaluer donc le processus d'intervention, de comprendre comment le logo et l'action étaient perçus par les consommateurs et de déterminer les leviers et obstacles de l'impact de cette action sur les comportements d'achat. Il y a eu aussi bien sûr une évaluation quantitative où là on a analysé les ventes des produits appartenant à ces 3 catégories avec ce repère, ce fléchage choix Vita+, et dans les magasins test bien sûr, et dans les magasins témoins. Et on a mesuré tout ça sur une période un petit peu plus étalée pour éviter les effets de saison que les 10 semaines, un petit peu plus large, et on l'a fait aussi bien à l'année N qu'à l'année N-1 pour éviter aussi les biais d'année et de comportement d'achat. Donc les résultats et enseignements. Le premier, la principale conclusion de cette étude, il n'y a pas eu de modification significative des ventes de ces produits-là. Alors, effectivement, c'était un des plus grosses conclusions qu'on a pu mettre en avant, et ce, quel que soit le statut socio-économique des clients. En revanche, on a noté, c'est le cas dans beaucoup d'études, plein d'autres points positifs auxquels on ne s'attendait pas forcément. Il y a eu beaucoup d'intérêt déclaré, donc dans la partie plutôt qualitative, des consommateurs, des acheteurs sur cette démarche, et aussi un fort intérêt du personnel. Le personnel a également été interrogé et se sentait concerné et plutôt intéressé pour accompagner le consommateur. Ce qui a plu également, c'est la notion de choix. On l'a dans le logo, dans le wording, et en même temps on l'a sur plusieurs produits disponibles. Donc on laisse le choix quoi qu'il arrive, ce n'est pas injonctif. Et on a aussi pu différencier l'intérêt nutritionnel au sein même d'une catégorie. Donc là on pouvait aider le consommateur à choisir dans la même catégorie.
Donc, bien sûr, comme toute étude, il y a eu des limites et on les a cherchées d'autant plus qu'on ne trouvait pas de changement significatif. C'était très difficile, d'une part, au niveau de la visibilité, d'émerger dans un environnement saturé d'informations. Il y a eu plusieurs événements en plus liés à ça. C'est une opération qui a été déjà menée juste avant les périodes festives de Noël, donc ça a amené aussi beaucoup d'actions en magasin. Et le jour du lancement, on a eu aussi une opération baisse des prix. Donc voilà, on a été vraiment noyé dans ce dispositif. Cependant, quand on s'en est aperçu, on a essayé de mettre en place des mesures correctives et c'est pour cela notamment qu'on a mis en place des annonces radio pour essayer de vraiment diffuser et un petit peu de montrer davantage cette expérimentation. Alors, il y a eu aussi des problématiques de compréhension. C'est vrai que le repère pouvait parfois sembler incohérent, voire confusant et frustrant pour certains consommateurs. Je m'explique, j'ai quelques exemples en tête. Par exemple, donc on avait choisi ces 3 catégories et ces 3 catégories de produits étaient réparties en 7 rayons. Par exemple, vous aviez des plats préparés, mais au même rayon, vous aviez des boîtes de conserve de légumes et on a eu des consommateurs un peu perdus en disant mais si j'ai là le fléchage, le choix VitaPlus sur ce produit plat préparé, si je ne l'ai pas sur l'autre produit boîte de conserve de légumes, ça veut dire que mes petits pois sont moins bons que ce plat-là. Enfin voilà, il y avait un petit peu de la confusion et un petit peu pourquoi vous n'avez pas mis ça dans tout le rayon, c'était la question. Il y avait aussi la répartition des produits au sein même des rayons. C'était le cas pour les produits laitiers. Vous aviez des produits Choix VitaPlus, donc, qui étaient perçus comme les meilleurs d'un point de vue nutritionnel, qui étaient tous du même côté avec les produits 0%, etc. Et dans l'esprit de la plupart des consommateurs, du coup, ces produits étaient associés à des produits light 0%. Voilà, on a eu un amalgame et on a eu un dernier amalgame. C'est le Choix VitaPlus était associé aussi comme le premier prix. Pour certains consommateurs, c'était lié au prix et non pas forcément à la qualité nutritionnelle. Il y a eu aussi, outre ces problèmes de visibilité et compréhension, on avait misé donc, sur un petit leaflet pour expliciter la démarche et ce n'était pas forcément l'outil adéquat. En fait, il a été très peu consulté sur place. Voilà. Et par ailleurs, l'utilité, c'est pour la plupart des consommateurs qui se sont intéressés à ce fléchage, c'était des produits qui s'identifiaient déjà comme sains. Donc en fait, on enfonçait des portes ouvertes. Voilà, on n'était pas vraiment dans l'utilité pour ces personnes-là. Et c'était un des gros biais de l'étude. Ceux qui ont bien perçu la démarche, c'était déjà des gens sensibilisés. Donc finalement, la cible qu'on visait au départ, on n'était pas tout à fait là. Et pour finir, on a eu aussi des consommateurs arrivés en caisse se demandant, comme le produit était au niveau du prix et pas sur le produit, mais quel était déjà mon produit, le Choix VitaPlus, je ne sais plus, à la maison comment je vais faire. Donc peut-être aussi une nécessité d'aller un petit peu plus loin que sur le lieu de vente. Donc pour conclure, ce que nous a les grands enseignements de cette étude, qui quand même fut la première en France en expérimentation. Souvent c'était des études contrôlées, déclaratives. Donc là c'était vraiment, on est sur le terrain et on fait une mesure d'impact sur le terrain. C'est qu'il est important de continuer à faire ce genre d'études parce qu'on a eu de grandes différences entre ce qui était déclaré et entre ce que nous avons vraiment analysé sur le terrain et quantifié. Et notamment, on a continué récemment avec l'équipe de Nicole Darmon à l'INRA, avec Manger Top dans les magasins d'IA. Donc c'est des études expérimentales qu'on continue à mettre en place. Et l'importance d'une pédagogie. Donc là, on avait mis en place tout un système de publi-promotion pour initier cette pédagogie, mais il faut qu'elle aille encore plus loin. C'est vraiment une démarche de petits pas. On est là pour initier un changement dans le temps sur les comportements. C'est assez illusoire de penser que sur une intervention, on va pouvoir changer ses comportements. Donc, notamment chez nous, chez Link Up, on travaille d'ailleurs toujours pour le programme Vivons en forme pour lutter contre l'obésité et le surpoids des enfants. Et on implique
toutes les parties prenantes qui touchent ces cibles-là. Donc c'est vraiment l'idée d'aller au-delà du point de vente et de solliciter toutes les parties prenantes, les relais qui peuvent nous aider, la ville notamment, qui est très précieuse dans ce genre de démarche. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole à Quentin. Merci d'être resté étroitement dans les limites de temps. Nous allons peut-être passer la parole à Monsieur Quentin André et on fera une discussion générale après son exposé. Niveau distance du micro, ok. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation et pour me donner l'opportunité de présenter un projet de recherche que j'ai conduit ces 2 dernières années avec donc Pierre Chandon à l'INSEAD, qui est un spécialiste des comportements alimentaires, et une autre de nos collègues, Kelly Howes, qui est à Vanderbilt University, dans le Tennessee, aux États-Unis. Donc, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour une chose. La recherche que je présente aujourd'hui a été conduite, contrairement aux 2 autres projets qui ont été présentés, aux États-Unis. Donc, pour cette raison, comme vous allez le voir, un très grand nombre des exemples, un très grand nombre des allégations de santé que je vais présenter sont en anglais dans un contexte américain, mais je vais faire de mon mieux pour les traduire au fur et à mesure et vous convaincre aussi de l'intérêt de cette recherche, non seulement aux États-Unis, mais de manière globale, que ce soit en France ou dans n'importe quel autre pays développé, où cette question de la consommation et cette question particulièrement de la consommation dans un cadre d'information saturée se pose. Donc, tout d'abord, la motivation de notre projet de recherche, c'est que les allégations de santé sont omniprésentes. On ne peut pas faire un pas dans un rayon de supermarché ou dans une épicerie sans voir des informations présentées sur le paquet qui visent à communiquer d'une manière ou d'une autre que le produit est bon pour la santé. Et pour répondre à l'appel d'Hervétis de définir très clairement de quoi on parle, une allégation de santé au sens large, c'est ça. C'est un message qui vise à communiquer que le produit est bon pour la santé, voire meilleur pour la santé que le produit des concurrents. Donc là, comme vous pouvez le voir aux États-Unis, donc là on est sur du tabac, on est sur un produit de consommation qui ne se mange pas, mais tout de même, il y a un certain nombre de mots-clés. 100% sans additifs, naturel, organique, ce qui correspond en France à issu de l'agriculture biologique. Donc même sur du tabac, sur une publicité, il y a 1, 2, 3 messages qui visent à communiquer des bienfaits, des allégations de santé. Mais en même temps, je ne sais pas si vous pouvez voir, en bas il y a marqué « Pas d'additifs dans le tabac ne signifie pas que c'est une cigarette plus saine ou moins dangereuse pour la santé ». Donc, on est en plein dans la contradiction entre ce que les professionnels aimeraient communiquer et d'autre part ce que la régulation dit. Donc c'est une première source de complexité. Là vous avez donc un paquet de chips, donc chips au vinaigre, au cheddar et aux oignons, c'est un peu bizarre, avec marqué en bas fait avec de vrais ingrédients. Alors que sont de vrais ingrédients par opposition aux faux ingrédients? Je ne sais pas, et le pari c'est, je pense que personne ne sait. Et enfin, sans doute mon préféré, donc un paquet de chips où ils informent sur le contenu calorique, mais attention, ce ne sont pas des calories traditionnelles, ce sont des calories bio. 38 calories bio par tasse. Donc 38 calories bio, voilà. Et donc le résultat, c'est que plus personne ne s'y retrouve. Aussi parce que chaque marque, et vous parliez en l'occurrence de, je ne sais pas comment le terme Vita Plus a été choisi, mais sans doute c'est un terme propriétaire. Et en fait, chaque distributeur, chaque marque a ses propres marques déposées pour communiquer d'une manière spécifique à la marque ou spécifique au distributeur que le produit est bon pour la santé. Donc on a 100% naturel, fraîche, peu de carbohydrates, de glucides, sans gluten, tout naturel, 2% de sucre seulement, et donc personne ne s'y retrouve. Comme ça a été signalé, les consommateurs ne s'y retrouvent pas, mais de manière plus inquiétante, les chercheurs et les professionnels de santé qui veulent étudier l'impact justement de ces allégations de santé n'ont pas de cadre conceptuel non plus pour s'y retrouver. C'est-à-dire, si on veut faire une étude
en laboratoire et qu'on utilise, ou d'ailleurs sur le terrain, et qu'on utilise une allégation de santé en particulier, quelle garantie on va avoir que les résultats qu'on va trouver peuvent être généralisés à d'autres allégations de santé. Et donc, une fois de plus, pour faire de la bonne recherche, pour faire de la recherche de qualité, il faut pouvoir, à un moment, structurer conceptuellement la manière dont les consommateurs perçoivent cette grande diversité d'allégations de santé. Et donc c'était vraiment l'objectif de notre recherche, c'est établir une classification de ces allégations. Donc tout d'abord, partir de la littérature scientifique sur la perception des messages de santé, pour en fait poser des questions précises, fondées dans la littérature scientifique, pour capter la perception des consommateurs. Notre deuxième étape, c'est ensuite comprendre la manière dont les consommateurs perçoivent ces messages. La troisième étape, bien sûr, c'est de ces observations récoltées sur le terrain, récoltées auprès de consommateurs et de citoyens, dériver une taxonomie de ces allégations de santé. Et enfin, l'utiliser pour faire des recommandations aux consommateurs, aux managers et aux chercheurs. Donc, le cadre conceptuel sur lequel on se fonde, donc là, c'est la partie où est-ce qu'on se positionne dans la littérature. Tout d'abord, on se concentre sur un axe qui est l'axe qu'on a appelé, faute de mots plus appropriés, l'axe de positivité. C'est-à-dire, on sait, pour revenir à une conception un petit peu primate, primitive de l'homme, qu'il y a deux réflexes fondamentaux dans la nature, c'est le réflexe d'approche ou le réflexe de fuite. Et donc, on sait que psychologiquement, on a tendance à regarder la réalité, soit en termes de comportement d'approche, soit en termes de comportement de fuite. Dans le cadre de la santé, un comportement d'approche, ça va être chercher, dans notre alimentation, dans notre mode de vie, à améliorer notre santé. Donc à faire davantage de sport, à consommer des produits qui sont pleins de vitamines, c'est le côté approche. Mais il y a aussi le côté fuite, qui est éviter toutes les choses qui peuvent nous rendre malades. Et ce sont deux opposés d'un même axe, bien sûr, mais c'est conceptuellement distinct. Et comme vous allez le voir, cette distinction, on la retrouve dans les allégations de santé. Et donc pour capter ces deux dimensions, on a présenté aux consommateurs une liste d'allégations de santé, et on leur a dit, est-ce que vous trouvez que ça se concentre plutôt sur le positif ou plutôt sur le négatif? C'était notre premier item. Et notre deuxième item, c'était, est-ce que ça suggère que quelque chose de mauvais est absent de la nourriture? Ou au contraire, quelque chose de positif est présent dans la nourriture? Notre deuxième axe, qui est fondé sur des travaux de sociologues de l'alimentation tels que Claude Fischler, c'est cette idée de naturalité. On a intuitivement un rapport très positif, très instinctif à la nature. On pense naturellement que ce qui est naturel est bon, et on a tout de suite un peu plus de méfiance vis-à-vis de ce qui est scientifique. Quand j'ai présenté la liste des allégations de santé présentes aux États-Unis, il y avait toujours cette idée de naturel, pas transformé, etc. Donc on a ce rapport intuitif à la nature. Mais tout ce qui est naturel ne veut pas forcément dire que c'est bon. Par exemple, les bactéries sont naturelles. Les toxines sont naturelles. Et aussi, on sait que les professionnels de santé visent à transformer la nourriture pour soit l'enrichir en qualité, soit pour limiter l'impact de choses mauvaises. Et donc on a cherché une fois de plus à capter les perceptions des consommateurs en demandant si telle allégation de santé était plutôt fondée sur la science ou plutôt fondée sur la nature, ou si ça voulait dire plutôt que les qualités naturelles de l'aliment ont été préservées, ou plutôt que les qualités de l'aliment ont été nutritionnellement améliorées. Donc au final, en croisant ces deux dimensions, on s'attendait à trouver 4 quadrants. D'abord, un quadrant qu'on a appelé « ajouter », qui veut dire, donc c'est basé sur la science et c'est un focus positif, c'est-à-dire on a scientifiquement ajouté des choses à l'aliment. Par exemple, enrichi en vitamine C sur un jus d'orange, on a ajouté de la vitamine C. De l'autre côté, toujours basé sur la science mais avec un focus négatif, c'est on enlève. Là, au contraire, des choses qui étaient naturellement présentes dans l'aliment, mais qui pouvaient être mauvaises, on les a, par un processus scientifique, enlevées. Par exemple, sans gluten. Le gluten est naturellement présent dans le blé. On cherche parfois à enlever le gluten. Et bien sûr, les pendants d'ajouter, c'est ne pas ajouter. Donc là, on est toujours fondé sur la nature,
mais avec un focus négatif, qui est par exemple fait maison. Fait maison, on va... pardon, je me perds. Je vais finir de présenter le cadre conceptuel parce que sans avoir les exemples sous les yeux, c'est un peu plus compliqué. Et donc, les pendants de ajouter et enlever sont bien sûr ne pas ajouter, qui est fondé sur la nature et négatif, et ne pas enlever, qui est fondé sur la nature et positif. Donc, notre champ d'étude, on est parti d'un distributeur américain qui nous a fourni la liste des 107 allégations les plus communément affichées sur des packagings aux États-Unis. Donc déjà 107 allégations en soi, c'est assez terrifiant. Et c'est uniquement les plus communes, c'est-à-dire celles qui sont affichées sur plus de 5% des produits. Et donc on a pré-testé ces allégations, les présentant à des consommateurs, pour voir avec lesquels ils étaient les plus familiers. Donc ça a été un premier critère pour en enlever certaines. Parce qu'on ne pouvait pas, il y avait un arbitrage à faire entre la faisabilité du projet de recherche et son exhaustivité, et donc bien sûr il fallait en enlever un certain nombre. Le premier critère, c'est ceux qui étaient très peu familiers. Par exemple, sans huile tropicale, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. L'autre chose, c'est des allégations qui étaient trop spécifiquement inscrites dans un cadre culturel ou trop spécifiquement associées à certains produits. Par exemple, cachère, c'est sans doute quelque chose qui serait perçu très positivement par quelqu'un de confession juive, mais pas forcément positivement ou de manière neutre par quelqu'un qui ne serait pas juif. Donc on a décidé de l'exclure. Et enfin, l'autre chose, c'est les marques déposées ou quelque chose qui est associé à un produit en particulier. Par exemple, American Grass-Fed, nous, ça ne nous dit rien, parce que c'est une marque déposée. Le caféine, c'est exclusivement sur les tiramisu ou tous les aliments qui contiendraient normalement du café. Donc ça a été relativement long, mais au final, on a réduit cette liste de 107 à une liste de 37 qu'on a testée auprès de consommateurs. Donc testés, on les a demandé de noter toutes ces allégations sur les 4 dimensions que je vous ai, sur les 4 questions que je vous ai présentées, visant à voir dans quelle mesure elles étaient perçues comme négatives ou positives, et naturelles ou scientifiques. Et on a effectivement, donc ça c'est le résultat d'une cluster analysis, qui est une technique scientifique qui vise à regrouper les allégations de santé par similarité. Et on a effectivement la distinction qui partitionne le mieux cet espace d'allégation de santé, c'est une partition sur 4 caractéristiques qui sont focus positif, focus négatif, et à l'intérieur de chaque, naturel scientifique, naturel scientifique. Et donc, on a cette carte perceptuelle avec, en haut à gauche, ne pas ajouter, dans lequel on retrouve sans conservateurs, sans pesticides, sans hormones de croissance, sans produits chimiques. Donc on est vraiment sur ce qui est absent de la nourriture, mais dans un concept naturel. En haut à droite, on est toujours sur le naturel, mais au contraire, on se concentre sur les qualités naturelles de l'aliment qui ont été préservées. Donc par exemple, issu de l'agriculture biologique, pur, non transformé, bon pour la santé, frais. Et en bas, on a ce qui est basé sur la science, soit parce qu'on a enlevé des choses qui étaient négatives dans l'aliment, donc faible en sel, sans graisse saturée, sans gluten, faible en glucides, faible en sucre, ou au contraire parce qu'on a ajouté scientifiquement des caractéristiques désirables à l'aliment. Riche en fibres, riche en antioxydants, riche en protéines, riche en minérales, riche en vitamines. Donc maintenant, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que finalement, si on a une carte perceptuelle, mais que ça ne prédit aucune différence en termes de ce que les consommateurs attendent de l'aliment, ça n'a aucun intérêt. C'est intéressant en termes de recherche de voir qu'on peut séparer l'espace des allégations de santé comme ça, mais ça n'a pas grand intérêt pour les consommateurs tout d'abord, pour leur permettre de mieux comprendre quelles sont leurs attentes intuitives vis-à-vis des aliments, mais également des professionnels du secteur ou les managers. Et ce qu'on observe, c'est des attentes très très distinctes en termes de santé. Donc là, comme vous voyez, chaque allégation est codée en fonction de si elle est perçue comme mauvaise pour la santé, en rouge, ou bonne pour la santé, en vert. Donc, comme c'est assez difficile à lire, je vous le présente sous forme de graphique. Comme vous pouvez le voir, les choses qui sont soit ne pas ajouter
soit enlevées, donc qui se concentrent sur le négatif, sont perçues comme moins bonnes pour la santé que les allégations en termes de positif. Ça rejoint un certain nombre de projets de recherche qui avaient été faits sur l'effet de halo. Quand on présente un produit de manière positive, quelles que soient les raisons pour lesquelles on présente de manière positive, on s'attend à ce qu'il soit meilleur pour la santé. Maintenant, en termes de goût, parce que la raison pour laquelle on consomme les aliments, comme ça a été abondamment souligné, c'est pas parce que c'est bon pour la santé, c'est avant tout parce que ça a bon goût. Et là, on voit des choses qui sont assez intéressantes. C'est que très clairement, les aliments qui sont perçus comme étant meilleurs pour la santé, c'est ceux auxquels on ne touche rien, qui sont positifs et naturels. Donc cette idée de tout naturel, de pur, de non transformé, intuitivement, les gens ont des attentes très très fortes en termes de goût. Les meilleures allégations de santé, c'était homemade, donc fait maison, frais et entier. Alors qu'au contraire, dès qu'on met l'accent sur le fait qu'on a enlevé quelque chose, qu'on a enlevé du sel, qu'on a enlevé du gras, qu'on a enlevé des glucides, d'un coup, on retrouve pareil quelque chose qui avait été souligné précédemment dans des projets de recherche. Si on a enlevé des choses, ça n'a aucun goût. Et je pense que si on vous demandait individuellement qu'est-ce que vous penseriez en termes de goût de quelque chose qui est faible en gras, vous répondriez que ça n'a aucun goût, que c'est de l'eau. Ça s'est retrouvé dans notre classification. Et enfin, en termes de satiété, toujours pareil, on retrouve ce biais de positivité qui est, quand on est sur le côté positif, on s'attend à être calé plus rapidement, à ce que ce soit plus nourrissant. Alors qu'au contraire, quand on est sur le négatif, on s'attend à ce que ce soit moins efficace en termes de satiété. Donc les conclusions très rapidement. Deux dimensions très simples qui séparent plutôt bien l'espace perceptuel des allégations de santé. Est-ce que c'est une allégation positive ou négative? Est-ce que c'est fondé en science ou en nature? Qui donne naissance donc à 4 cadrans: ajouter, retirer, ne pas ajouter, ne pas retirer. En termes d'attente de consommateurs, ce qui est positif est bon. Les allégations ajoutées sont vues comme meilleures pour la santé et ne pas enlever comme meilleures en satiété et en goût. Enlever, c'est mauvais. Faible en sucre, faible en calories, light, c'est globalement très mal perçu. Et enfin, ne pas ajouter, c'est moyen. C'est moyen sur le goût et sur la satiété, mais c'est vu comme mauvais en termes de santé. Maintenant, une question qui peut... Est-ce qu'il me reste un tout petit peu de temps? D'accord, parfait. Donc maintenant, une question qui est importante, c'est dans quelle mesure ces conclusions observées dans un contexte américain sont transposables. Donc déjà, la première chose qu'on a fait pour être sûr que c'était quelque chose de stable qu'on observait, c'est qu'on a divisé notre échantillon. On a divisé notre échantillon entre hommes et femmes, entre obèses ou non obèses, entre citadins et ruraux, entre hauts revenus et bas revenus, et on a regardé si la classification restait la même au sein de toutes ces populations. La réponse est oui. Donc c'est en tout cas une première preuve que notre classification est stable et qu'elle a ce qui s'appelle une validité externe. C'est-à-dire qu'on sort de notre échantillon, elle s'applique aussi à d'autres consommateurs ou d'autres citoyens qui ne faisaient pas partie de notre échantillon. La deuxième chose que l'on veut faire, c'est dans quelle mesure c'est stable en dehors des États-Unis. Parce qu'on le sait, les pratiques de l'alimentation sont profondément inscrites dans un ensemble plus large de pratiques culturelles et sociales. Et on sait que les États-Unis, les Américains, ont une vision de l'alimentation qui est assez différente d'une vision française très certainement, mais aussi d'une vision européenne. On a conduit, mais malheureusement les résultats ne sont pas encore en forme présentable, avec donc Pierre Chandon et Kelly House, une étude cross-culturelle entre la France et les États-Unis pour voir dans quelle mesure ce qui a été observé ici se maintient. Ce qu'on observe d'intéressant en France, c'est que la méfiance pour justement la transformation des aliments est encore plus forte. Alors qu'aux États-Unis on voyait un biais de positivité, en France on voit un biais de naturalité. C'est dès qu'il y a eu une transformation scientifique, quelle qu'elle soit du produit, il y a une très grande méfiance. Et ça a beaucoup de sens si on compare par exemple l'acceptabilité des OGM aux États-Unis ou en France, l'acceptabilité des antibiotiques justement dans la viande
aux États-Unis et en France, il y a un très grand différentiel d'acceptabilité entre les deux pays. Donc ça, c'était assez intéressant. Une autre chose qui peut expliquer cette différence, c'est que les Américains ont un rapport beaucoup plus fonctionnel à la nourriture. C'est que finalement, ils acceptent assez bien que certains aliments, à certaines occasions, puissent être une forme de carburant du corps. Donc, du coup, quelque chose de scientifique qui me donne tous les apports nutritionnels dont j'ai besoin, toute l'énergie dont j'ai besoin, mais qui n'est pas forcément présente dans la nature ou d'excellente qualité, ça peut leur convenir. On a une méfiance bien plus forte, en tout cas en France, à ce niveau-là. Donc, bien entendu, c'est un projet de recherche qui est en cours, mais je pense que certaines conclusions peuvent être, dans tous les cas, présentées. Il y a une très grande ironie des résultats. Les allégations qui sont les mieux perçues par les consommateurs ne sont pas régulées. Jamais. Et sont souvent vides de sens. Que veut dire tout naturel? Que veut dire frais? Que veut dire non transformé? Pas grand-chose. Et donc, c'est paradoxal de voir que les allégations qui inspirent le plus confiance sont celles qui sont le moins régulées. Il y a aussi un manque de compréhension et un manque d'éducation scientifique qui a été déploré à plusieurs reprises de la part des citoyens. Par exemple, aux États-Unis, low carbohydrates, qui veut dire faible en glucides, mais aussi faible en sucre, est mieux perçu que l'allégation faible en sucre, sur toutes les dimensions, que ce soit en termes de santé, de goût et de satiété. Alors que fonctionnellement, ces allégations sont équivalentes. C'est-à-dire en termes de régulation, si on a enlevé soit des glucides, soit des sucres à notre produit aux États-Unis, on a le droit d'afficher soit low carbohydrates, soit low sugar. Mais elles ne sont pas perçues comme étant différentes. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bon, nous allons ouvrir la discussion en général. Vous intervenez de la salle, vous vous présentez et vous posez des questions aux différents intervenants. Pour ma part, je voudrais poser une question et j'aimerais que il n'est pas éteint, sinon. Que chacun des intervenants y réponde, parce que j'avoue ma perplexité. Ma question est pourquoi ces études, pourquoi et pour qui ces études sont-elles intéressantes? Alors je réponds parce que c'est moi qui ai organisé cette séance. L'intérêt de ces sujets et de ces questions, c'est en effet parce que en ce moment c'est un sujet d'actualité, puisqu'on se pose la question de savoir s'il faut mieux informer le consommateur et s'il faut changer l'offre pour qu'il consomme mieux. Donc l'intérêt de ces études, c'est de répondre à cette question. Comment faire pour que les Français mangent mieux, mangent différemment, et quelles sont les techniques pour le faire? Donc là on a eu 3 réponses. Soit on met des étiquettes sur des produits, soit on met des mentions, soit le magasin est agencé différemment, et quel est l'impact de ces changements sur la réalité des comportements. Et donc la réalité des résultats est très complexe, et là c'est les intervenants qui vont répondre aux questions suivantes. Merci. J'avais sans doute mal compris le titre de la séance. Donc, personne de la salle. Je vais commencer par un peu d'humour, parce que j'ai bien apprécié vos 2 slides là, concernant l'étiquetage américain. On aurait pu vous répondre, ce sont des fins businessmen, et vous n'avez pas pensé à l'effet placebo. Non, trêve de plaisanterie. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que la grande distribution, est-ce qu'elle peut agir sur le secteur agroalimentaire concernant l'étiquetage? Et la deuxième question, je voudrais savoir si, comme le grand public a l'air d'évoluer vers sa santé, je voudrais savoir, en ce qui concerne la souffrance animale, comment se comportent les produits. Souffrance animale, parce qu'il y a des logos. Alors, pour la première partie de votre question, enfin, pour les 3 aspects de votre question, est-ce que les 3 aspects sont intéressants? Je pense pouvoir répondre au moins aux 2 premiers. Sur la question de l'effet placebo,
C'est une bonne question. On sait que le simple fait de croire que quelque chose est meilleur peut avoir un impact significatif, notamment dans le domaine médical, sur l'effet que ça a. Dans les faits, vu la montée de l'obésité dans tous les pays développés, s'il y a effet placebo, il est en tout cas insuffisant pour contrebalancer le fait que les produits ne sont pas du niveau nutritionnel que les consommateurs pensent. Il y a des études assez intéressantes qui ont montré un effet placebo à l'envers. C'est-à-dire que quand on pense qu'un produit est meilleur pour la santé, on en consomme beaucoup plus. Et c'est un problème en soi, mais c'est encore plus un problème si l'aliment n'est pas meilleur pour la santé. Donc ça, c'est la première chose. Votre petite question est... Alors, il y avait une question sur l'étiquetage aussi, je crois. À quel niveau, vous pouvez préciser, parce que grosso modo sur l'étiquetage, c'est très compliqué parce qu'on est soumis à un règlement européen. Pardon, on est soumis à un règlement européen qui fait qu'on ne peut pas faire ce que l'on souhaite. Donc on essaye au maximum, et je pense que le dernier règlement qui s'appelle INCO, qui a permis d'apporter quelques éléments plus positifs vis-à-vis de l'information consommateur, qui n'est pas totalement encore tout à fait transparent, mais a permis certaines avancées, fait que maintenant, sur le plan des produits, on a un étiquetage qui m'apparaît peut-être un peu plus détaillé par rapport à avant. Mais il y a encore des choses à faire. Le gros problème de l'étiquetage, pour ceux qui regardent ça, c'est effectivement tout ce qui touche à l'aspect nutritionnel. Où là, ça reste un peu compliqué. Vous savez que quand... Ah oui. Oui, mais ceci dit, on a été déjà beaucoup transparent, même bien avant certaines marques, dans le sens où déjà, par exemple, au niveau, ne serait-ce que la liste des ingrédients, essayer d'être déjà transparent lorsqu'à l'époque on marquait par exemple huile végétale. Beaucoup de marques marquaient huile végétale. Beaucoup de distributeurs, à commencer par nous, ont marqué huile végétale 2 points, colza, palme, etc. Donc on détaillait certaines choses. Après, sur le bien-être animal, c'est un sujet qui globalement monte énormément, et nous, ça fait 2 ans qu'on commence maintenant à avoir des relations très proches avec soit des coopératives ou des producteurs, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour justement faire en sorte d'améliorer les conditions d'élevage et d'abattage, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Jean-Paul Bonnet, section 10. Ma question est peut-être un peu saugrenue, mais je ne comprends pas ce que c'est que la qualité nutritionnelle d'un produit. Je le comprends pour un repas ou pour un ensemble de repas, mais je ne le comprends pas pour un produit. Alors, qu'on me l'explique, voilà. Je ne parle pas du problème halal, c'est pas mon problème. Mais vous parlez du bien-être animal. Le bien-être animal, ça a été fait il y a 5 ou 6 ans ici, quand on a fait le foie gras. Et quand on a mesuré le taux de cortisol des canards et des oies que l'on gave, les canards et les oies étaient très heureux de se faire gaver. Donc le bien-être animal vu par Bruxelles et par les Français, c'est totalement différent. Bon, merci de ce rappel qui est, je dirais, classique. Est-ce que ça aura complètement satisfait M. Foulon? Sans doute jusqu'à la prochaine fois. Donc, sur d'un produit, alors que pour lui, la qualité nutritionnelle s'évalue au nom de plusieurs aliments. Alors, je pense qu'il faut que vous précisiez votre question. C'est quoi réellement ce que vous souhaitez, enfin ce que vous ne comprenez pas?
l'intérêt de celui qui, toute la noblesse de celui qui consomme un repas ou un ensemble de repas, c'est précisément de composer un ensemble dans lequel on va trouver tout ce qui est nécessaire à l'homme. Donc je ne vois pas en quoi la qualité nutritionnelle intrinsèque d'un produit, je ne la comprends pas. D'un côté, il y a de la viande, il y a des protéines, de l'autre côté, il va y avoir des huiles où effectivement on a des limites, et puis de l'autre côté, enfin, je crois que Oui. mon explication est suffisante. Oui, alors ce que je peux vous répondre, c'est que, bon, Je voudrais préciser que c'est notamment par rapport à la deuxième présentation qui nous a été faite, où toute la présentation était faite autour de la qualité nutritionnelle, sans qu'elle soit définie. Voilà. on est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle nous, on a mené des expérimentations là-dessus, et moi, je suis persuadé que je pense qu'il n'y a aucun logo qui permette de répondre à ça. Ceci dit, la qualité nutritionnelle d'un produit, ça peut des fois vouloir dire quelque chose, dans le sens où, par exemple, à notre niveau, on a beaucoup travaillé sur, alors après, je dirais, on est pour, on est contre, peu importe, mais on a beaucoup travaillé sur l'amélioration de certains ingrédients. C'est-à-dire quand vous substituez, par exemple, dans un produit de l'huile de palme par du colza, vous améliorez la qualité nutritionnelle de votre produit. Voilà. Après, je suis d'accord avec vous que le modèle alimentaire français, c'est globalement un certain nombre de produits qui doivent être consommés de façon variée et équilibrée. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, comme c'est moi qui présentais cette étude, ça a pour but déjà d'aider le consommateur dans ses choix, parce qu'il est face quand même à une multitude de produits, et quand par exemple le produit a la même dénomination de vente, lequel, et c'est exactement finalement le même, lequel je prends entre celui-ci ou celui-ci. Alors il y a toujours la notion de prix, maintenant on veut les aider aussi peut-être à dire, voilà, il y aurait peut-être un produit qui contiendrait un petit peu moins de ce nutriment, ou ceci ou cela. Après, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pour ça qu'il faut aller aussi plus loin et sortir du point de vente et accompagner. C'est pour ça aussi qu'on parle d'acteurs relais. Voilà. Paul Vial avait levé la main. Merci. Donc, Paul Vial. Donc, j'avais une question pour Monsieur Imbert. J'ai bien noté la méthode qui consiste à croiser à la fois les cartes de fidélité et les tickets de caisse. On voit à la fois, vous avez bien exposé les points faibles de la méthode, et puis on voit bien les résultats qu'on peut en tirer aussi. Donc, c'est une méthode intéressante. La question que je voulais vous poser est la suivante. On voit qu'il y a un ensemble de données extrêmement important disponible, un ensemble gigantesque. On peut faire du data mining tant qu'on veut là-dedans. Et ma question était la suivante. Est-ce que, de la part des firmes, il y a une tendance à aller avec la recherche publique, type ANSES, type INRA, pour travailler sur ces données, ou au contraire, le cas qui nous a été signalé sur l'alcool est-il une exception? Et ce fait-là, ce type de recherche est-il encore relativement rare? Merci. Alors, pour l'instant, je pense que ce type d'enquête est relativement rare. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a fallu mettre en place, notamment au niveau de mon groupe, je dirais, quand même des outils très conséquents pour gérer toutes ces données et commencer à initier, je dirais, une nouvelle méthode de réflexion qui ne se tourne pas uniquement vers des choses qui seraient destinées soit à la vente pour les industriels, c'est-à-dire voilà, nous on a notre base de données et puis on vous dit les produits qui se vendent le mieux et puis vous payez tant, par exemple, les statistiques qu'on vous donne. Mais l'utilisation de ces données-là, et ça a été la raison pour laquelle un des chercheurs qui fait partie de notre comité santé a été très intéressé, c'est que lui voulait comprendre par rapport aux visites qu'il a avec ses clients de façon journalière, cette notion de régime, diète de tous les jours par rapport au comportement d'achat. Et c'est ça qui, derrière, a permis de commencer à explorer. Mais de mon point de vue, c'est le tout début de ce type d'études. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, et que si c'est vraiment bien organisé, avec derrière, je dirais, une base de données, mais qui est beaucoup plus fiable à notre niveau, parce que comme je vous l'ai dit pour l'instant, au niveau de la base de la carte de fidélité, on a des renseignements un peu trop généraux, il faudrait creuser, mais peut-être sur un panel restreint, peut-être, je ne sais pas, de 10 000 personnes plutôt que les 196 000, mais ne serait-ce que déjà sur 10 000 personnes, c'est quand même, je dirais, représentatif d'une très belle étude, quoi. Donc je pense que ça commence juste, mais
peut-être que pour certains thèmes futurs, je pense que ça peut être un très gros souhait de collaboration. Et surtout, je pense que c'est une demande de la recherche. Une autre question. Monsieur Lecoeur. Oui, par rapport à la thèse de Quentin André, pas la thèse de Quentin André, on a pu remarquer que à la fois les produits light et les produits avec ajout étaient plutôt moins bien acceptés par les consommateurs. Donc ma question, elle s'adresse... Pardon ? D'accord, merci. On va s'habituer. Merci. Donc je regardais aussi les orateurs, c'est pour ça. Mais bon, par rapport à Monsieur Humbert de Casino, c'est de savoir si aujourd'hui on constate un désaveu des consommateurs sur ces produits light, ces produits avec additifs, premièrement. Deuxièmement, est-ce que la segmentation que vous avez présentée permet peut-être d'illustrer des comportements différents selon la segmentation? Et puis le troisième, est-ce que les firmes agroalimentaires ont déjà infléchi leur production sur les produits light et les produits avec additifs? Qui répond ou fait un commentaire? Monsieur André? Allez plutôt sur l'estrade, ça diminuera les effets maintenant. Alors, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, sur les produits light, les résultats qu'on présentait ne suggèrent pas nécessairement qu'il y a un manque d'intérêt pour ces produits. Simplement que quand les consommateurs consomment ces produits, c'est dans une optique de restriction et de punition, pour exagérer un tout petit peu. C'est-à-dire, on consomme d'un côté des produits light pour perdre du poids, pour atteindre des objectifs de santé très précis, mais on pense automatiquement que ces produits ont mauvais goût et ne vont pas nous amener à un niveau de satiété recherché, etc. C'est-à-dire, il y a une fausse dichotomie entre manger sain et manger bon, qui est présente, en tout cas, dans l'esprit des consommateurs américains, et comme on l'a vu aussi, pour une certaine catégorie de produits, dans l'esprit des consommateurs français. Donc, peut-être que M. Humbert peut confirmer ou infirmer, mais je ne crois pas qu'il y ait un désintérêt pour les produits light. C'est simplement, on pense qu'un produit light, toute chose égale par ailleurs, est forcément moins bon en termes de goût et moins satisfaisant en termes de satiété qu'un produit non light. Donc c'est une opposition sur deux buts différents, un but qui est de se faire plaisir et un but qui est de perdre du poids. Juste pour compléter, bon, moi je ne suis pas dans la partie vente, mais pour l'instant, on n'a pas noté chez nous de désaveu complet sur les produits light, et on n'a pas noté non plus une explosion extraordinaire de ces produits-là. Donc ça signifie qu'on reste quand même dans des tendances qui sont relativement assez classiques. Après, il y a des modes, on va appeler ça comme ça, qui font que pour l'instant, on observe effectivement des progressions sur des produits où l'origine est bien marquée, parce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, est un facteur très important pour les consommateurs. On veut savoir d'où ça vient, et de plus en plus. Donc, et surtout si c'est du produit, je dirais, brut. Donc ça, c'est excessivement important. Et deuxième chose, on voit bien les industriels qui commencent à retravailler leur gamme sur des produits, je dirais, comme l'a montré monsieur tout à l'heure, plus complets, du blé plus complet, également plus naturel. Donc il y a toutes ces notions, et il y a beaucoup de marketing autour, qui montrent qu'il y a une certaine tendance à faire monter ces produits-là. Mais est-ce que ça tiendra, etc. Parce que quand on questionne le consommateur, à chaque fois, il veut tout et son contraire, des fois. Donc c'est particulièrement pas facile à gérer par moment. Merci. Monsieur Amboulet, oui. Là, ça va mieux, non? Ouais. C'est des questions encore à André Quentin, là, concernant son étude. C'est deux questions qui ont un aspect plutôt méthodologique. La première, c'est vous avez classé les allégations santé, et puis d'un autre côté, vous avez interrogé les consommateurs sur leur perception de ces allégations santé. Est-ce que vous avez une idée s'il y a bien une corrélation entre le déclaratif des consommateurs et puis le comportement d'achat? Est-ce qu'effectivement, quand ils déclarent oui, ces allégations, voilà comment je les reçois, est-ce que ça se traduit
en termes de comportement d'achat? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, c'est d'un point de vue méthodologique au niveau de... vous avez fait donc une étude aux USA et vous nous avez parlé d'extrapolation pour d'autres populations. Je n'ai pas très bien compris parce que vous nous avez dit que vous avez essayé de scinder, alors c'est ce que j'ai compris, hein, scinder l'échantillon en termes sexe, homme-femme, en termes de différents critères, et vous obteniez les mêmes résultats. Mais vous étiez toujours sur la même cohorte de départ ou vous aviez changé de... Enfin, c'était un autre panel, je n'ai pas très bien compris là, pour l'extrapolation, parce que sinon, si c'est le même échantillon, ça précise simplement que l'influence du sexe, par exemple, n'aurait pas de... Enfin, il serait absent, des choses comme ça. Alors, c'est deux excellentes questions et je vais y tenter d'y répondre. Donc, je vais commencer par la deuxième. Effectivement, je n'ai pas été très clair sur cette partie-là et je l'ai senti au moment où je m'exprimais. Donc, tout d'abord sur l'échantillon américain, pour être sûr que les résultats qu'on obtenait n'étaient pas un artefact statistique ou qu'effectivement il n'avait pas d'influence de variables démographiques, on a coupé l'échantillon de plein de manières différentes pour vérifier que les résultats étaient stables. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est une étude qu'on est en train de conduire en ce moment, où là, pour le coup, on a répliqué tout d'abord sur un échantillon américain et étendu sur un échantillon français. Et on observe, pareil, une stabilité de la classification, mais des inférences différentes. Maintenant, pour ce qui est de votre première question sur la mesure dans laquelle ça se transforme effectivement en comportement d'achat, donc le premier point, c'est qu'on a mesuré des aspects spécifiques de la consommation. C'est-à-dire 3 aspects qui nous paraissaient importants dans la consommation, qui sont des bénéfices qui peuvent être recherchés dans la consommation d'aliments, qui sont la satiété, le goût et la santé. Comme vous avez pu le voir, sur certaines allégations, certaines étaient très bonnes en santé, mauvaises en goût, d'autres très bonnes en goût, mauvaises en santé et moyennes en satiété. Et donc au final, le choix qui va être fait correspond aussi à la manière dont chaque personne, au moment de l'acte d'achat, va pondérer les différents attributs. Cela étant dit, en termes de ce qui nous conforte dans le fait que ce n'est pas uniquement déclaratif, c'est que les résultats qu'on obtient en déclaratif correspondent tout à fait à d'autres études qui ont été faites en laboratoire et sur le terrain, qui pour le coup confirment des intentions d'achat. Par exemple, l'étude dont j'ai parlé, qui est que quand des gens veulent se faire plaisir, ils vont immédiatement éviter les produits light. Ce qui pense que les produits light ont forcément moins bon goût, alors même que rien dans l'étude ou dans le terrain ne suggère que les produits light sont moins bons. Voilà, donc c'est ce qui nous conforte dans le fait que ça va se transmettre effectivement en intention d'achat et en comportement d'achat. Maintenant, est-ce qu'on peut en être sûr à 100%? C'est l'humilité du chercheur qui vous répond. Antley, puis Léon Guéguen, puis Jean-Paul Henry. Malcolm Hadley, membre associé de section 2 sur la forêt et la filière bois. C'est un cliché de dire peut-être que ce qu'on fait aux États-Unis dans la grande distribution, maintenant, on fait en Europe en 10 ans. J'ai une question liée avec le traité que les États-Unis est en train de négocier avec l'Union européenne sur le commerce et l'investissement, le TTIP. La semaine dernière, le Courrier international a publié 4 articles sur les différents traités que les États-Unis étaient en train de négocier, tout à fait dans une façon cachée, disons, tout à fait cachée de la public, pas seulement avec l'Union européenne, mais avec les autres régions. Ma question est à M. Humbert et peut-être aux autres conférenciers. Quelles sont les implications possibles de ces traités que les États-Unis est en train de négocier sur les grandes distributions ici en France
et sur le choix et ce qu'on voit dans le grand boutique, le grand magasin pour le consommateur ici en France. Enfin, très sincèrement, je vais avoir du mal à vous répondre. Simplement pour vous dire, on a été questionné, mais sur un sujet particulier, sur un ingrédient particulier qui était les sirops de glucose. Pour l'instant, il y avait, je dirais, une certaine quantité qui était allouée pour l'importation en Europe, de mémoire. Et compte tenu justement de ce type de traité, on pourra voir effectivement arriver peut-être des sirops de glucose à très haute teneur en fructose, qui pourra peut-être inonder, je dirais, un certain nombre de marchés, notamment dans les boissons. Donc je pense qu'après, alors je ne peux pas répondre sur le fond techniquement à votre question, mais je pense qu'après, il faut une certaine responsabilité de chacun des acteurs. Et quand on sait comment nous, par exemple en interne, on peut référencer ou décider de créer un produit, on a quand même des bases et des spécifications assez précises pour faire en sorte qu'il y ait le minimum de dérive par rapport à ce que souhaite le consommateur français. Donc il y a un moment donné où ça risque d'être dur, mais on va essayer de tenir le coup par rapport à ce qui existe. J'aimerais bien que les intervenants me donnent leur avis, et je suis surpris qu'on n'en ait pas parlé, sur les projets d'étiquetage multicolores, vert, bleu, rose, orangé, rose, rouge. Le rouge signifiant interdit. Et ça, vraiment, enfin, en tant que justement nutritionniste, je m'interdis d'interdire un aliment, et je rejoins ce que vous avez dit, c'est le régime alimentaire, en définitive, qui est important, et pas l'aliment. Une tranche de lard bien gras, bien salé, c'est bon, mais il ne faut pas manger trop. Le beurre breton que je mange chaque matin, je ne souhaite pas qu'on me l'interdise, il est pourtant gras et salé. Le caviar, il ne faut pas en manger trop, hein, on le sait très bien. Donc mon slogan, que je reprends en définitive assez souvent, c'est « Aucun aliment n'est indispensable, seuls les nutriments le sont ». Donc il faut jouer, bien entendu, partout, sur l'équilibre alimentaire. Vous répondez, oui. Alors, on connaît bien le sujet, très bien le sujet. Pour tout vous dire, nous sommes au niveau du groupe, mais je pense au niveau de grande distribution, tous ensemble assez convaincus que le système coloriel tel que proposé actuellement n'est pas satisfaisant. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour qu'on puisse trouver autre chose. Apparemment, ce n'est pas l'avis de la ministre pour l'instant, qui globalement était plutôt orientée sur ce fameux système coloriel. La grande chance que l'on a pour l'instant, mais je ne suis pas sûr que ce soit une chance qui soit vraiment très valable, c'est que compte tenu que la grande distribution a sorti un autre système, a proposé un autre système, la ministre a décidé de créer un groupe de concertation et d'échange pour faire en sorte que, entre le système coloriel proposé et le système proposé par la FCD, qui est notre syndicat professionnel, on puisse arriver dans les 3 mois, c'est-à-dire avant l'été, à un système qui satisfasse à tout le monde. C'est une ambition, je pense, assez difficile, et je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Mais sachez que je suis entièrement d'accord avec vous, et enfin, pour nous, Casino, on partage, parce qu'on a beaucoup réfléchi là-dessus, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que pour nous, de notre point de vue, il n'y a même pas un seul système, je dirais, qui peut fonctionner. Il faut effectivement faire comprendre aux gens que voilà, c'est de temps en temps un bon lard bien gras, associé avec des légumes ou des fruits, c'est parfait. Donc nous, notre combat, c'est plutôt ça, c'est de faire comprendre, je dirais, cet équilibre et cette variété au niveau de l'alimentation, en sachant quand même que, quand on regarde bien, 75% de la population française n'a aucun problème avec la nutrition. Donc il y a effectivement une certaine partie de la population qui est plutôt une partie de la population défavorisée, pauvre, sur lequel il faut de l'éducation. Donc c'est peut-être là que devraient porter les efforts, plutôt que de créer un logo qui, pour moi, va être un très gros, très confusant, et surtout beaucoup de pertes de repères. Je vous donne un exemple, parce que ça caractérise tout à fait ça.
Je me suis amusé à comparer les produits donc de ma marque Casino sur un stand de segment. Le cassoulet Casino en boîte est colorié en vert. Le jus d'orange Casino est colorié en rose, presque rouge. Que peut penser un consommateur en disant « mais comment se fait-il qu'un jus d'orange soit presque rouge et qu'un cassoulet, alors le cassoulet, je peux en manger tous les jours ?» Donc c'est globalement, et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr qu'il y ait un système qui tienne la route. Mais c'est un vaste sujet qui mérite beaucoup de débat. Merci, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Non, je voudrais faire un peu de sémantique. J'aime beaucoup ça. Et on a utilisé, je crois, à très bon escient, le terme allégation des fabricants et non pas le terme annonce, ou un autre terme qui serait plus neutre et qui serait peut-être plus proche de la vérité vraie. Allégation, dans l'interprétation de ce terme, c'est que c'est une vérité partiale. Il y a du pro-domo, il y a du plaidoyer pro-domo. Allégation, on l'utilise beaucoup en termes dans les jugements, et ça a un petit côté péjoratif. Autrement dit, c'est pas la vérité vraie. C'est une vérité partiale, c'est une vérité de quelqu'un qui veut démontrer, mais qui utilise une partie de la vérité simplement. Donc je suppose que l'utilisation d'une vérité partiale doit donner lieu à beaucoup de contestations. C'est-à-dire qu'il doit y avoir les consommateurs, les acheteurs, les autres marques qui devraient contester une allégation. Ce que je voudrais savoir, c'est si les jugements et la jurisprudence sur ce problème sont à la mesure de l'abondance d'allégations dans le monde actuel. Est-ce que finalement il y a une contestation juridique de toutes ces allégations dont on est bombardé? Est-ce qu'il y a vraiment sur le plan judiciaire la contrepartie à la hauteur de l'usage immodéré de ces allégations? Alors, tout d'abord sur la question sémantique. Allégation, à mon sens, ne veut pas nécessairement dire faux, mais en tout cas, c'est quelque chose dont la vérifiabilité est questionnable. Et typiquement, étant donné la complexité de ce qui est un produit bon pour la santé ou de ce qui ne l'est pas, la raison pour laquelle nous utilisons en tant que chercheurs le terme allégation, c'est que ce n'est pas vérifiable. On ne peut pas vérifier qu'un produit est effectivement tout naturel, parce que tout dépend de l'acception du mot naturel, tout dépend de la manière dont on qualifie un processus de transformation, etc. Maintenant, pour ce qui est du cadre législatif, et M. Imbert pourra le confirmer, il est très contraignant. C'est-à-dire, les marques, il y a un certain nombre de choses qu'une marque n'a pas le droit d'afficher. Mais le problème, c'est que où commence justement ce qui est une allégation de santé, et enfin où s'arrête ce qui est une allégation de santé, et où commence ce qui est un argument commercial. Un aliment qui afficherait goût amélioré, ce qui peut se voir assez souvent, est-ce que c'est une allégation de santé? Donc du coup, quelqu'un qui dit meilleur pour la santé, s'ils ont effectivement changé leur recette, est-ce que c'est une allégation de santé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler? Est-ce qu'on peut, par un texte de loi, établir une distinction claire sur laquelle le législateur et les juges et les parties prenantes puissent travailler pour faire la distinction entre ce qui est une allégation de santé et ce qui n'en est pas une? Et c'est justement dans cette zone grise, au milieu, que se produisent toutes ces allégations de santé. Ce qu'il est très facile de condamner quelqu'un qui dit sans sel, alors que son produit est bourré de sel. Typiquement, c'est régulé, ce type d'allégation. Ou sans sucre ajouté, c'est régulé aussi. Parce qu'il y a une définition sur ce qui est ajouté du sucre dans le processus de production. Mais dire meilleur goût, tout naturel, frais ou non transformé, c'est complètement ouvert à l'interprétation et donc il est impossible, à mon sens, de légiférer là-dessus. Impossible ou on ne le veut pas? Je pense qu'on tombe là aussi dans une zone grise.
Oui, moi je voulais poser une question. Le titre, c'est l'influence de la grande distribution sur les choix alimentaires. Je pense qu'il aurait fallu rajouter du consommateur citoyen. Parce qu'en réalité, on parle de la qualité sanitaire, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais de composition, mais on a parlé aussi du choix du consommateur sur la proximité, l'origine, les termes naturels, et dans le même temps, la grande distribution ne cesse de continuer à faire des marques distributeurs qui éloignent complètement le consommateur de l'origine du produit, sauf que vous voyez sur la marque Cergy Pontoise, puisque c'est souvent le siège social de l'entreprise. Alors, si on veut éduquer les consommateurs, pourquoi la grande distribution continue-t-elle toujours à faire de plus en plus de marques distributeurs? Ma question n'est pas tordue, mais j'ai une partie de la réponse, mais je vous la pose quand même. Ouais, pour vous répondre, je vous dirais simplement que la marque Casino, c'est 1904. Donc la première marque Casino, c'est 1904, avec des usines Casino. Donc globalement, on a été le premier distributeur à faire nos produits avec nos usines. Il y avait 50% des produits qui étaient fabriqués en usine. Donc après, effectivement, ça a un petit peu évolué dans le sens où les investissements étant très très importants dans l'industrie, on a préféré se concentrer sur, je dirais, la sous-traitance industrielle. Mais je ne vois pas en quoi la part distributeur pose un problème. Parce qu'elle est aussi transparente que toutes les autres marques. Aussi bien, je dirais, en termes d'origine, d'autant plus que nous, sur nos produits, très souvent, il y a les notions de code en valeur, avec, je dirais, derrière qui fabrique, la notion derrière de service consommateur qui peut répondre aux clients pour toutes les questions nécessaires, et une liste des ingrédients, je crois, qui, au niveau des marques distributeurs, est la plus complète, je dirais, versus parfois certaines marques nationales. Donc je pense que sur la marque distributeur, sans vouloir la défendre, mais je la défends un peu parce que c'est quand même un peu notre ADN, je pense qu'il y a beaucoup de transparence qui sont données, notamment déjà via le packaging et l'étiquetage. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne proteste pas que ça ne soit pas tout indiqué, mais le consommateur citoyen lambda, les trois quarts du temps, il ne va pas voir jusqu'au bout, il a besoin d'avoir quelque chose, c'est soit la couleur, soit l'origine, ou la région de la production, ou d'autres choses comme ça. Oui. Alors bien sûr, le code de l'usine on arrive à savoir le code, il faut chercher sur le livre pour savoir le numéro de l'usine, on arrive quand même à savoir le département, ça je suis d'accord avec vous, mais à part ça, c'est terminé. Alors, et au moment où on dit de plus en plus que le consommateur veut savoir d'où ça vient, moi je m'excuse, avec la marque distributeur, on sait de l'usine, mais on ne sait pas les producteurs. Alors je vais vous faire plaisir parce qu'on est en train de sortir énormément de produits qui s'appellent Casino, ça vient d'ici. Et non seulement il y a le numéro du département, mais il y a également le pointage de la ville où c'est fabriqué. Donc c'est peut-être une première réponse. Intervenir. Oui, ma question est en prolongement de débat qu'on vient d'avoir, c'était justement la précision qu'il faudrait trouver de l'origine du produit sur dans l'étiquetage, et quel rôle peut jouer la grande distribution en dehors de ces produits de marque pour lesquels elle maîtrise en principe ce qu'elle veut donner comme information, donc le rôle qu'elle peut jouer auprès des fabricants pour qu'eux-mêmes, parce qu'en fait une grande marque c'est très opaque aussi quant à l'origine. Donc, et aujourd'hui où on a un développement des marchés de proximité, des circuits courts où le client connaît pratiquement l'origine du produit, le lieu de production, quand ce n'est pas le producteur. Je crois que c'est plutôt rassurant pour un client de savoir où est fabriqué un produit, parce qu'en France, on a quand même une certaine tradition de fabrication de produits, et certaines régions sont plus cotées que d'autres pour certains produits. Donc, et de ce côté-là, alors c'est peut-être pour occulter ça que c'est neutre, aujourd'hui que c'est opaque, mais de ce côté-là, ça permettrait de rassurer quelquefois et d'orienter dans ses choix le client consommateur
s'il avait un peu plus d'informations que ce que vient de dire Luc Guyot, c'est-à-dire le département de production, et si on est très très informé, avec la référence de l'usine, trouver l'endroit où ça a été fait. Si Claude, y a-t-il encore quelqu'un qui regretterait de ne pas avoir posé une question? Madame. Oui, bonjour. On voit que les consommateurs, ils ont vraiment beaucoup de mal avec toutes les signalétiques, etc. De toute façon, ils font jamais ce qu'ils prétendent faire. Voilà. Et ça m'a inspiré une réflexion. Et la disponibilité des données de plus en plus m'inspire une autre réflexion. Dans certaines entreprises, quand vous allez à la cantine, vous prenez des produits et quand vous rentrez au bureau, sur l'ordinateur, s'affichent les calories que vous avez ingérées et des recommandations sur ce que la prochaine fois, au lieu de prendre pâtes et pizza, vous auriez mieux fait de prendre. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les distributeurs qui sont très engagés dans les causes citoyennes pourraient analyser nos caddies de façon à nous envoyer les bons tickets de réduction qui nous inciteraient à acheter les bons produits, puisque l'étiquetage, ça ne marche pas. Une réponse là-dessus qui pose quand même les limites de la liberté du consommateur et même du salarié en entreprise. Enfin, on est en train de parler beaucoup d'une loi sur le renseignement, mais moi je dois dire que j'ai été atterrée de voir la collecte des tickets au compteur, 196 000, vous mangez ça, vous mangez pas ça. Ce matin je vais chez mon garagiste, il me dit, dans votre réservoir, je lui dis comment vous savez? Moi je le savais. Eh bien parce que j'ai accès à votre ordinateur. Bon. Quand même, je trouve qu'on a peut-être dépassé, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une rébellion pour dire, mais on arrête cette espèce de quadrillage, tu manges bien, tu manges pas bien, tu as mangé ça, tu aurais dû manger ça. Mais enfin, liberté, liberté, hein. Non, mais tout à fait. Tout à fait, mais c'est pas en faisant par exemple des études sur les 187 000 personnes, là, des clients fidèles, que globalement on souhaite restreindre la liberté des consommateurs, pas du tout, au contraire. De là à envoyer des recommandations par rapport à ce qui est acheté dans le caddie, globalement ça reste quand même déjà techniquement un peu compliqué, hein, parce que ça reste très compliqué. On y avait pensé d'ailleurs, hein, il y a un des experts de notre comité santé qui avait dit tiens, ce serait intéressant peut-être que en bas du ticket de caisse vous ayez le nombre de calories qui est acheté par... Bon, c'est peut-être des réflexions, je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque là, je pense que déjà il y a des principes de base à mieux faire comprendre à beaucoup de personnes, que ce soit consommateurs, citoyens, de telle manière à ce que déjà les gens puissent dire, voilà, si je mange déjà varié, équilibré, voilà, je m'occupe plus du reste, quoi. Une chose également qui a été mise en avant sur les dernières interventions, c'est cette question de l'apport calorique. Et il y a une fixation à mauvais titre sur ce qu'on mange et on ne regarde pas assez combien on mange. Et en fait, toutes les études qui ont été faites sur le changement comportemental, qu'est-ce qui marche pour que les gens perdent du poids, c'est quand les gens prennent conscience de la quantité qu'ils mangent et du nombre de calories qu'ils mangent. Par exemple, savoir que pour perdre une canette de coca, il faut courir 1h30 en termes de calories, ben, on réfléchit avant de prendre une canette de coca. Parce qu'on sait que de manière réaliste, on n'aura pas le temps de courir 1h30 pendant la journée. Et donc, c'est aussi une manière de résoudre toute cette question très compliquée sur qu'est-ce qu'un produit qui a une bonne valeur nutritionnelle et sur comment casser cette fausse dichotomie entre santé et plaisir. Parce que on n'aime pas être influencé, on n'aime pas être manipulé. D'ailleurs, il y a une étude qui a fait exactement ce que vous recommandiez, c'était de faire des promotions aux gens spécifiquement pour changer leur comportement. Et en fait, ils ont consommé plus de ce qu'on ne leur recommandait pas. Je n'invente pas, c'est... Donc, on sait qu'on aspire aussi à
Non, mais on le sait, on aspire à être déterminé, on aspire à pouvoir choisir nous-mêmes nos actions. Et peut-être qu'effectivement, ce n'est pas tant un problème de manipulation ou d'architecture de choix ou de changement de l'environnement, mais plus de recentrer les priorités des gens sur dire il faut manger moins. Et en particulier, éviter ce qu'on appelle les calories gratuites, qui sont les sodas, les jus de fruits, les boissons sucrées, qui sont, on le sait en regardant aux États-Unis, les plus grands contributeurs à l'obésité. Parce que ça n'apporte aucun bénéfice en termes de satiété. On le boit sans réfléchir, on ne se sent pas plus plein. Ça peut apporter un peu de plaisir, mais pas beaucoup, surtout quand on consomme un demi-litre. Et au final, le nombre de calories apportées ne peut pas être perdu. M. Humbert veut donner une réponse. Je rajoute juste quelque chose, ça en lien avec l'étude Vita Plus qui a été présentée, puisqu'en plus c'était 2 magasins Casino. Donc moi ce qui m'a frappé, c'est que dans l'enquête qualitative, certes il y a des gens qui étaient intéressés, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, écoutez, foutez-nous la paix, quoi. Donc on a envie d'acheter ce qu'on souhaite et laissez-nous tranquilles. Donc ça signifie que jusqu'à un certain point, voilà, on peut mener des actions et puis à un moment donné il faut s'arrêter. En conclusion, il revient à Gérard Pascal de remettre en perspective cette intéressante réunion. D'abord, un élément de réponse à la dernière question. Pas d'alimentation sur ordonnance, s'il vous plaît. Notre présidente n'est pas la seule à être perplexe. Quand il m'a été demandé de conclure cette séance, je me suis dit, oh, ça va être simple. Je vais peut-être rester dans la trivialité, comme l'a évoqué Hervé. Dans le fond, grande distribution, industrie alimentaire sont responsables de nos choix alimentaires déplorables, dont la santé paravolo. Et pourtant, est-ce vrai? C'est ce qu'on entend dans la rue. Si on sort dans la rue, qu'on interroge les passants, c'est ce qu'ils vont vous dire. Notre santé se dégrade, et c'est la faute, en particulier à notre alimentation, et donc aux industriels et aux distributeurs. Et pourtant, le ministère de la Santé publie tous les ans un état de santé de la population en France et de son évolution. Donc dans l'édition 2015, il est dit un état de santé, il est conclu un état de santé globalement bon, mais de nombreuses disparités. Alors je n'insisterai pas sur les disparités, mais les grands indicateurs de santé comme la mortalité ou l'espérance de vie à la naissance ou l'espérance de vie à 65 ans sont bons. Les critères de mortalité cardiovasculaire sont bons. L'espérance de vie continue d'augmenter, contribuant au vieillissement de la population et évidemment à l'augmentation du nombre de personnes atteintes de pathologies chroniques et d'incapacités fonctionnelles liées au vieillissement. Il ne faut pas s'en étonner, mais globalement, c'est pas si mal. L'opinion des consommateurs vis-à-vis de leur alimentation. Ils sont quand même globalement satisfaits, ces consommateurs. Même si ça a évolué, puisque là il s'agit d'une enquête TNS-Sofres, les résultats de 2013 qui ont été présentés au CIAL de 2014, et qui fait une comparaison avec des résultats de 2008. Alors c'est vrai que la situation s'est dégradée, la perception donc du consommateur vis-à-vis de son alimentation, ça s'est dégradé, pas tellement concernant la variété, vous voyez qu'ils sont très contents de trouver une grande variété de produits alimentaires, et en particulier dans la grande distribution, de trouver des produits faciles à préparer, qui se conservent bien. Alors, le goût, ma foi, ils sont aussi satisfaits, ça commence à se dégrader pas mal. Où ça se dégrade plus, c'est en matière de sécurité. Les consommateurs sont inquiets en matière de sécurité. Alors, si on gratte un peu plus, c'est pas l'hygiène, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est là que le risque est le plus grand. Non, c'est la sécurité chimique. Enfin, j'y reviendrai rapidement. Et puis, l'information donnée sur les étiquettes. Vous voyez qu'ils ne sont pas contents. Il y en a la moitié qui ne sont pas satisfaits, en particulier, ça s'est bien dégradé. Et puis surtout, c'est le prix. Donc, le déterminant majeur du choix du consommateur, en moyenne, c'est le prix. Vous voyez, de très largement, 72% des consommateurs ne sont pas satisfaits des prix des produits alimentaires.
Alors évidemment, il y a des secteurs, en raison des crises récentes, la crise de la viande de cheval dans les raviolis ou la crise du médiateur dans l'industrie pharmaceutique, eh bien, il y a deux types d'industries qui ont souffert quand même, l'industrie alimentaire et l'industrie pharmaceutique. Mais vous voyez que la grande distribution, l'image de la grande distribution ne s'est pas dégradée. Elle est restée stable entre 2008 et 2013. Donc, la situation n'est pas si mauvaise, elle n'est pas aussi mauvaise qu'on le croit. Est-ce que la grande distribution influence beaucoup les choix des consommateurs? Par exemple, cette grande distribution, dans ses marques de distributeurs, a mis en avant, au cours des dernières années, le sans. Alors, le sans conservateur, le sans aspartame. Et au moment de l'expo des marques de distributeurs en 2014, il était bien signalé que en matière d'innovation bien-être, ces marques de distributeurs proposaient des produits sans additifs, sans conservateurs, sans huile de palme, sans gluten, grande mode. Savez-vous que les gens qui sont véritablement intolérants au gluten, et c'est très sérieux, c'est de l'ordre d'1% de la population, voire moins. Et c'est plus de 10% aujourd'hui des consommateurs qui achètent des produits sans gluten. Enfin, qui achètent, ou qui achetaient peut-être. Parce que je crois savoir que chez certains distributeurs, ça ne marche pas tellement bien et ça ne se vend pas si bien que ça. Mais enfin, il y a peut-être un problème de goût aussi, et de propriété organoleptique. Mais donc, ce n'est pas la grande distribution qui a conduit à produire des produits sans aspartame. C'est bien le consommateur qui les demande. Le consommateur influencé par qui? Par certains médias, par ceux que je qualifie de, allez, si je suis gentil, de lanceurs d'alerte, si je suis un peu plus méchant, de marchands de peur. Et c'est bien eux qui ont convaincu les consommateurs du risque de l'aspartame, du risque des additifs en général, du risque de l'huile de palme, du risque du sel pour l'ensemble de la population française. Mais là, je sais que Guéguen prendra peut-être le relais, Léon Guéguen prendra peut-être le relais pour m'appuyer, mais enfin, là, je prends un risque. Alors, que se passe-t-il en matière d'information nutritionnelle? Puisque vous avez vu que les consommateurs regrettaient une information insuffisante quant à la composition nutritionnelle de ces aliments. Bon, ça c'est vraiment des données de Locali qui sont extrêmement récentes, qui ne sont pas publiées encore. Donc en matière d'étiquetage nutritionnel, 90% des produits diffusés par la grande distribution portent une information nutritionnelle et bientôt ce sera 100%. Il y a encore quelques dérogations qui permettent de ne pas être à 100%. Un étiquetage nutritionnel détaillé, c'est quand même 62% des produits. Ça suppose de la place sur l'emballage. Encore faut-il avoir la place pour apporter toutes ces informations, qui d'ailleurs ne sont pas toujours, pas souvent lues par le consommateur. Les allégations nutritionnelles, c'est seulement 19%, alors qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus, parce que là, nutritionnel, ça veut dire riche en, pauvre en, source de, etc. Bon, il y a beaucoup de produits qui pourraient porter des allégations nutritionnelles, mais il y a peu d'industriels, de producteurs qui les utilisent. Allégations de santé, alors en Europe, allégations de santé, c'est réglementé de façon extrêmement stricte, et c'est tellement strict d'ailleurs que les professionnels ont abandonné toutes ces allégations de santé parce qu'ils se font retoquer par l'EFSA, donc l'autorité européenne de sécurité alimentaire, qui est extrêmement sévère et qui demande des preuves de même nature maintenant que pour mettre un médicament sur le marché. Donc, allégations de santé, la section européenne, il n'y en a pratiquement pas, il y en a extrêmement peu. Alors après, on joue sur des allégations qui sont, qui ne veulent rien dire, quoi, naturelles, frais, bon, et qui là peuvent être, l'industriel peut éventuellement être poursuivi par la répression des fraudes si elle a le temps, si elle a des agents en nombre suffisant, puisqu'il y en a de moins en moins.
donc il ne reste pas grand-chose. Mais des véritables allégations de santé, il y a une définition très précise au niveau de l'Union européenne, donc il y en a extrêmement peu. Des repères nutritionnels, c'est-à-dire par rapport aux apports nutritionnels conseillés, il y en a 40% des produits qui en renferment. Des portions indiquées, ça c'est très important, parce qu'on a évoqué la quantité d'aliments consommés, pas seulement la composition. La taille de la portion, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous regardez par exemple les yaourts, en France, la portion c'est 125 grammes, dans certains grands hôtels c'est 150 grammes, aux États-Unis c'est encore plus. Donc la taille de la portion c'est vraiment très important. Et la valeur nutritionnelle par portion, c'est-à-dire par exemple la quantité de calories, c'est aussi très important. Les allégations sur les innovations. Alors si on a modifié par exemple la composition de son produit, c'est une pression forte de la part des autorités de santé en France, le PNNS, Programme National Nutrition Santé, eh bien finalement on ne les utilise pas tellement ces allégations. Même si on a baissé le sel dans des produits, on ne les utilise pas trop parce que ça peut être péjoratif dans l'esprit du consommateur, il se demande si ça va encore être bon. Alors ça peut l'être encore, mais ça ne l'est pas toujours. Et ce qui est... Alors, on va essayer de voir, je reprends une diade de Philippe Imbert, de voir finalement s'il est possible d'avoir une influence sur le comportement du consommateur au travers de la distribution. Donc vous voyez toutes les sollicitations diverses et variées auxquelles est soumis le consommateur qui rentre dans une grande surface. Le travail qui vous a été présenté sur les deux supermarchés de Marseille et le logo Vita Plus a été publié, et dans cette publication, moi j'ai relevé une phrase de cette publication. Concernant l'information nutritionnelle et les formats, on a évoqué les logos, les couleurs, je vais y revenir. Mais concernant les formats utilisés, plusieurs études montrent que la préférence déclarée, donc la déclaration, ce qui est plus souvent le cas des enquêtes, n'est prédictive ni de la compréhension, ni de l'utilisation qui va en être faite par le consommateur. C'est fondamental ça. Et on vous a rappelé que cette étude était quasiment la première en situation qui a été faite pour comprendre vraiment comment ça marche et comment on pourrait éventuellement, par de l'information, modifier le comportement des consommateurs. Le comportement d'achat, puisqu'il s'agit d'achat. Alors, on a évoqué ces fameux logos et la façon dont on pourrait informer le consommateur. C'est Verdun. Depuis le début mars, c'est Verdun. Alors voilà, enfin même un petit peu avant, mais depuis le début de l'année, la Fédération du commerce et de la distribution, qui regroupe l'essentiel des grands distributeurs, a proposé une façon d'informer le consommateur qui repose surtout sur une fréquence de consommation. Je ne rentre pas dans le détail, pour ceux qui sont intéressés par cet aspect pourront trouver les précisions très très faciles. La Société française de nutrition, vous voyez, 16 mars, la Fédération de la FCD, 18 mars, la Société française de nutrition, dont je pensais qu'il s'agissait d'une société savante, prend parti dans ce débat, qui n'a rien de scientifique. J'ai immédiatement donné ma démission, parce que ce n'est pas la première fois que la Société française de nutrition rentre dans ce débat. J'étais adhérent depuis quand? J'ai jamais été consulté pour savoir si j'étais d'accord ou pas d'accord avec ce qui était proposé par le ministère ou ce qui est proposé par la Fédération du commerce et de la distribution. Alors j'ai immédiatement envoyé ma lettre de démission. Il ne s'agit plus d'une société savante, c'est une société qui intervient dans la politique alimentaire. Bon, enfin vous voyez, c'était rapide, mais ce n'était pas fini. Le 26 mars, la ministre annonce, sans que personne n'ait été informé à l'avance, qu'elle va ouvrir une concertation autour de l'information nutritionnelle, c'est-à-dire de ses couleurs, de ses logos. 3, c'est les feux tricolores, 5, on rajoute une couleur de plus, ou bien autre chose. Et convoque les parties concernées et leur annonce donc que cette concertation était ouverte. Le même jour, l'ANIA,
l'association donc, des industries alimentaires, dénonce le simulacre de dialogue de la ministre de la Santé. Est-ce que cette affaire mérite une telle bagarre, une telle guerre? Bon, j'ai trouvé là un article qui vient de sortir dans la revue Appetite, qui est vraiment la revue scientifique la plus solide en matière de comportement de consommation, de prise alimentaire, de régulation de la prise alimentaire. Il est très très intéressant cet article. D'ailleurs, il nous a donné à la section 8 une idée d'une prochaine réunion plénière. Mais j'y reviendrai peut-être pas parce qu'il est déjà tard. Dans cette revue, on démontre que finalement, l'information nutritionnelle ne touche que ceux qui n'en ont pas besoin. Et n'atteint pas la cible de ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce qu'on vous a expliqué. Vous avez bien compris que ceux qui se nourrissent le plus mal, ceux qui ont le plus grand risque d'obésité, sont les gens des catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, ceux qui ont le moins d'éducation, et donc le moins d'éducation alimentaire. Et donc ceux-là, on ne les atteint pas. Et ce travail démontre parfaitement ça, mais il y en a plein d'autres. J'ai une réserve d'articles, si j'en ai en plus dans mon tranchement. Mais c'est une évidence qu'on n'atteint pas la cible. Et que ça fait 20 ans que j'explique aux responsables du ministère de la Santé, et en particulier de la Direction générale de la Santé, que c'est la cible qu'il faut atteindre. Les gens qui sont déjà alertés par l'importance de leur alimentation dans leur relation avec la santé sont déjà informés, sont déjà vigilants. Ce n'est pas ceux-là qu'il faut convaincre. Bon, à la limite, ça va être plutôt contre-productif parce qu'ils vont encore aller plus loin dans leurs inquiétudes et ils vont peut-être, c'est peut-être eux qui vont manger, ne consommer que des produits allégés dans lesquels il y aura peut-être plus que beaucoup d'air et un peu d'eau. Mais là, ça posera peut-être des problèmes nutritionnels. Alors, qu'est-ce qui marche? Ça a été évoqué aussi. Les produits allégés, les produits sans, les produits... Ça inquiète le consommateur et finalement, ce qui marche, c'est ce qui ne se dit pas. Et là, c'est un exemple des fabricants de bouillons et potages. Et Ismène va être ravi que je vous donne cet exemple, mais il est caractéristique de ce qu'il faut faire. Hein. Dans les bouillons et potages, on a abaissé la teneur en sel au fil des années. Et donc, en 2010, ça avait été abaissé de près de 20%, sans le dire. Mais finalement, c'est ça qui fait du bien au consommateur. C'est pas la peine de lui dire. Si on lui dit, on ne sait pas comment il va le prendre. Alors, vaut mieux pas lui dire, et puis aller dans le bon sens. Et c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'industriels et de distributeurs, d'améliorer la composition de leurs produits sans le dire. Parce que c'est aussi dangereux que peut-être promotionnel. Alors, je vais finir par deux dias que j'avais utilisés à l'occasion du 250e anniversaire de notre académie. Et celle-là, je l'ai empruntée à mon ami Xavier Leverve, qui est malheureusement disparu, et qui montrait au travers de cette diapo qu'il n'y a pas un bon aliment, il n'y a pas un mauvais aliment, il n'y a pas une bonne alimentation ou une mauvaise alimentation. Dans le monde, il y a une kyrielle d'alimentations qui permettent aux populations, finalement, de se porter là. Un niveau de développement équivalent, de se porter bon an, mal an, aussi bien que nous. Et alors, il y a des gens qui mangent très gras, des produits animaux très gras. Il y en a d'autres qui mangent beaucoup de poissons. Il y en a d'autres qui mangent énormément de végétaux. Mais tout ça, finalement, notre organisme, nous omnivores, notre organisme est capable de s'adapter. Et donc, arrêtons de vouloir faire consommer, alors, plaçons-nous en France, à tous les Français, le même repas au même moment de tous les jours. C'était un peu suivi max. Hein. Heureusement, ça n'a pas marché. Mais si ça avait marché, c'était cette pilule qui était un mélange de 3 vitamines et 2 oligo-éléments, quelque chose comme ça. Si ça avait marché, qu'est-ce qu'on en faisait de ce résultat? Il fallait distribuer cette pilule tous les matins à chaque Français. Sinon, ce n'était pas la peine de faire l'étude. Mon avis un peu négatif au lancement. Alors voilà, bon, je vais finir par une conclusion personnelle qui n'a rien à voir avec ce qui a été présenté aujourd'hui. Améliorons l'offre alimentaire et la composition des produits, je suis bien d'accord évidemment. Mais, s'il vous plaît, ne touchez pas à mon saucisson, alors d'Auvergne, parce que j'ai bien le droit de défendre l'Auvergne, parce que Hervé a
des fondus Alsace, au camembert au lait cru, dont je me régale, et au chocolat dont je suis friand. C'est gras, mais qu'est-ce que c'est bon! Et finalement, pour profiter de ces plaisirs et perpétuer notre culture alimentaire sans préjudice pour la santé, et là je rejoins Hervé dans cette conclusion aussi, apprenons dès le plus jeune âge à nos enfants et petits-enfants pour ce qui les concerne, à gérer harmonieusement leurs relations avec leur alimentation. Point d'éducation nutritionnelle, les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, ça ennuie tout le monde. Mais l'initiation à l'alimentation et à la connaissance de ces acteurs, de l'ensemble de ces acteurs, tout au long de la chaîne alimentaire, depuis l'agriculteur jusqu'au distributeur, jusqu'à la mère de famille, non, je veux dire la mère de famille, jusqu'au consommateur dans sa cuisine, eh bien, l'initiation à l'alimentation et à la connaissance de ces acteurs, ça passionne tout le monde, les petits et les grands. Je vous remercie de votre attention.